Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Guten Abend, ich heiße euch willkommen. Dann können wir jetzt beginnen mit einer Vorstellungsrunde bei der Präsentierenden. Ich bitte Frau Janina Sahel, möchten Sie sich kurz vorstellen? On commence avec une première ronde de présentation et je demande à Madame Dr Yamina Saheb de se présenter brièvement. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. J'ai eu l'opportunité de travailler au secrétariat du traité sur la charte de l'énergie. J'étais en charge de l'unité efficacité énergétique et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi il faudrait absolument mettre fin à ce traité-là. Non, vous pouvez passer la parole aux prochaines personnes. Oui. Donc, Julia Steinberger, merci de vous présenter. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir d'être dans une grande salle. Je m'appelle Julia Steinberger, je suis professeure à l'Université de Lausanne dans la faculté géosciences et environnement. Et ce soir, je suis là en particulier pour représenter la conclusion du dernier rapport du GIEC sur laquelle j'ai été co-auteur avec ma collègue Yamina Saheb. Nous étions les deux co-auteurs dans le groupe de travail 3. Et donc, je vais présenter juste quelques éléments là-dessus. Et donc, je suis surtout ici en tant qu'auteur principal du GIEC ce soir. Merci. Merci. Je voulais. Raphaël Marie, je vous prie de vous présenter. Merci, bonsoir à tout le monde. Pardon pour le bruit que vous entendez en arrière-fond. Je suis littéralement en direct de la salle du Parlement suisse, de l'une des deux chambres du Parlement, le Conseil national. On termine notre session dans quelques minutes, donc je vais me retirer dans une salle plus tranquille pour vous parler. Je suis, comme vous le voyez, parlementaire, écologiste au Conseil national et professionnellement avocat, spécialiste des questions de droit de l'environnement, droit du climat, et donc aussi actif sur ces dossiers à ce titre-là. Je suis très heureux d'être avec vous aussi et tous ce soir. Voilà, j'éteins le son pour que ça ne me dérange pas. Le débat en arrière. Merci. Anaïs Campion. Oui, bonsoir. Je m'appelle Anaïs Campion et je suis ici ce soir avec Jean-Valentin pour représenter Swiss Youth for Climate. Donc, c'est une association suisse qui s'est créée en 2015 avec la COP21, active sur le plan de la politique climatique internationale et nationale ici en Suisse. Et donc, on vous présentera l'action de la société civile en Suisse par rapport à ce traité de la charte de l'énergie et puis l'action que nous avons entreprise avec Swiss Youth for Climate. Merci. Merci pour votre engagement. Je passe la parole donc à Yamina Saheb pour la présentation. Si. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, volontiers. Oui. Alors, vous devez voir mon écran maintenant? Oui. Alors, j'ai commencé à travailler pour mettre fin à ce traité en 2018 quand j'ai rejoint le secrétariat de la Charte de l'énergie. À l'époque, on ne connaissait pas très bien le traité en Europe, ou plutôt on a oublié ce qu'était le traité de la Charte de l'énergie. Il faut se remettre dans le contexte des années 90 pour comprendre la logique qui a conduit les pays de l'Union européenne. À l'époque, nous n'étions que 15 pays dans les années 90 à signer, à proposer ce traité-là aux pays. Il ne marche pas leur machin. Aux pays qui sont nés suite à la chute de l'Union soviétique. Donc, pourquoi ce traité-là? Vous savez que l'Union européenne est importatrice d'énergie et d'énergie fossile en particulier. Et dans les années 90, je ne pense pas qu'à l'époque, on savait que
les énergies fossiles dont on avait besoin étaient principalement basées en Russie, en fait. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait en Russie, qu'est-ce qu'il y avait dans les autres républiques. Et quand il y a eu la fin de l'Union soviétique, donc les pays de l'Union, à l'époque, il y en avait 15, ont proposé ce traité-là, qui avait pour but de protéger les investissements européens, donc de l'Union européenne, des pays de l'Union, dans les nouvelles républiques issues de l'ex-Union soviétique. Ça, c'est l'objectif premier. Donc, c'est un objectif en vérité de sécurité énergétique. Et à cette époque-là, la sécurité énergétique était la sécurité à travers les énergies fossiles. Cette sécurisation des investissements européens dans les pays issus de l'ex-Union soviétique se fait grâce à ce qu'on appelle un règlement de différends dans des tribunaux d'arbitrage privés. Un tribunal d'arbitrage privé, c'est une justice parallèle à notre système de justice normal que l'on connaît. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, l'arbitrage privé avait été créé par les Hollandais au moment où ils ont eu à décoloniser pour garder la main ou le contrôle sur les ressources dans les pays, dans leurs anciennes colonies. Donc, en fait, les pays de l'Union européenne ont utilisé un outil néocolonialiste pour protéger les investissements européens ou de l'Union dans les énergies fossiles dans les pays issus de l'ex-bloc soviétique. Alors, ça, c'est l'objectif premier des pays de l'Union européenne, la sécurité énergétique et la protection des investissements européens. À côté de cet objectif-là, il y avait bien sûr un objectif très vertueux qui est l'équilibrage économique entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc, on ne parlait plus de l'Union, mais de l'Europe. Dans la pratique, donc le traité jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc si on s'arrêtait en 2000 jusqu'à septembre 2022, a été ratifié par 53 pays dont la Suisse, donc tous les pays de l'Union européenne. L'Italie était le seul pays de l'Union à s'être retiré du traité dès 2015 pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à la question énergie fossile, mais depuis la donne a complètement changé. Mais depuis, la donne a complètement changé. Il y a tous les pays qui sont issus de l'ex-URSS. Et la Russie a été le premier pays, en vérité, à se retirer de ce traité-là. Et à partir du moment où la Russie s'est retirée, en vérité, la raison d'être de ce traité, d'un point de vue européen, était déjà partie en fumée. Et pourquoi? Parce que la contribution des autres pays que vous voyez ici, qui sont membres du TCE, à la sécurité énergétique de l'Union européenne est très, très faible. L'Australie, entre-temps, s'est retirée. Donc, l'Australie nous fournissait principalement du charbon, donc pas vraiment de quoi être fier, et surtout qu'on essaye de sortir du charbon, donc on n'a plus besoin de l'Australie, mais entre-temps, l'Australie s'est retirée l'année dernière. Et donc, le principal pays, en vérité, qui nous fournit en énergie fossile n'est pas un pays issu du bloc soviétique, c'est la Norvège. Et ça s'est encore accentué avec la crise actuelle. Et avec la Norvège, tout comme avec la Suisse, nous avons d'autres accords dans le cadre de European Free Trade Association. Donc, ce sont d'autres accords qui nous régissent. Donc, du coup, on n'a pas besoin de ce traité-là pour notre sécurité énergétique. Mais à l'époque, on ne s'était pas rendu compte qu'en fait, le traité ne nous était pas utile et personne n'a analysé le traité après qu'il a été ratifié par l'ensemble des pays de l'Union. Et ça s'est passé autour de 99, la ratification par l'ensemble des pays de l'Union. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau pays qui rejoint l'Union, il lui est demandé de ratifier ce traité-là. On a un cas très intéressant qui est l'Islande, qui, dans le cadre de sa procédure pour rejoindre l'Union à un moment donné, a ratifié ce traité sans vraiment regarder les détails. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts et très probablement, ils feront partie des pays qui vont en sortir, des pays non UE qui vont en sortir. Alors, après est venue la question climat est venue se rajouter au fait que ce traité-là est devenu obsolète avec la sortie de la Russie en 2009 et puis il est devenu une contrainte à l'action climatique et c'est d'ailleurs ce qu'on montre dans le rapport du GIEC. Julia va en parler après. Moi, j'ai regardé que signifie
le traité, quel est l'impact climatique du traité dans les différents scénarios possibles. Après la sortie de la Russie en 2009, un processus de modernisation a été lancé par les pays de l'Union européenne et tenez-vous bien, ce processus de modernisation avait comme objectif affiché de remplacer la Russie, le sous-sol russe, par le sous-sol africain riche en ressources fossiles. Et dans une certaine mesure, après, ils ont essayé aussi de voir en Amérique latine. Mais c'était surtout l'Afrique que visaient les pays européens pour juste remplacer un fournisseur d'énergie fossile par un autre fournisseur d'énergie fossile qu'on mettrait sous contrôle des pays européens grâce à l'arbitrage privé, en fait. Alors, ce processus de modernisation ou d'intégration d'autres pays n'a jamais abouti. On a juste, depuis la sortie de la Russie, on a 4 pays qui ont rejoint, mais qui ne sont pas importants point de vue énergétique pour l'Union européenne. On a l'Afghanistan, le Yémen, le Monténégro et la Jordanie. Ces 4 pays ne sont pas des fournisseurs d'énergie pour l'Union européenne. Et sinon, le processus a échoué. On n'a pas réussi à avoir d'autres pays, à convaincre d'autres pays, parce que, heureusement, fort heureusement, on a été sauvé par le fait que pour adhérer à ce traité, pour devenir partie prenante de ce traité-là, le processus est très lent et il est nécessaire de faire adopter au niveau national l'adhésion du pays. Donc, il faut un vote au Parlement national pour être membre du traité. Et ça n'a jamais fonctionné dans tous ces pays-là. Et en plus, il faut produire des rapports, mettre à jour la législation du pays pour permettre l'arbitrage privé, parce qu'il y a des pays où l'arbitrage privé n'est pas autorisé. Donc, on va corrompre en fait les systèmes de justice nationaux pour créer un système de justice parallèle pour que l'on puisse polluer. Et suite à l'échec de cette procédure-là, qui a duré depuis 2009 jusqu'à 2020, en fait, ça a été arrêté en 2020, le processus d'élargissement. Il a été mis en stand-by, en arrêt provisoire, parce qu'entre-temps a commencé un processus de modernisation du texte du traité. Pourquoi ce processus de modernisation du texte du traité? Parce que le traité qui a été conçu pour que les investisseurs européens type Total, BP, Shell, etc., puissent attaquer des pays tiers et pour protéger leurs investissements, ce traité-là, au début, c'est ce qui s'est passé. Les premiers cas d'arbitrage privé liés à ce traité sont des cas qui sont les investisseurs européens qui attaquent, principalement les investisseurs européens qui attaquent les pays tiers. Et puis, à partir de 2010-2012, on a commencé à avoir des cas intra-européens. Et ça, personne n'y avait pensé avant. Et les cas intra-européens ne sont pas liés aux énergies fossiles, ils sont liés à des changements, à des modifications des subventions pour la production d'électricité renouvelable. Cette modification a été faite, la baisse des subventions a été faite juste après la crise économique et financière de 2009. Pas juste en raison de la crise, mais aussi parce que les prix des technologies pour le renouvelable ont drastiquement baissé. Dans le dernier rapport du GIEC, on montre que les prix pour le solaire ont baissé sur la dernière décennie de plus de 80% et pour l'éolien de plus de 50%. Et donc, tout gouvernement avec un minimum d'intelligence se voit obligé de réduire les subventions. Et lorsque les gouvernements font ça, eh bien, ils sont attaqués par les investisseurs. Et là, c'était des investisseurs européens qui attaquaient des pays européens, des pays de l'Union, et parce que dans leur argumentaire, ils disent que l'on ne va pas faire autant de profit que ce qui était prévu. Donc, non seulement ils récupèrent leur investissement, ce qu'ils ont déjà investi, mais c'est parce qu'ils ont prévu un profit sur du long terme qu'ils ne vont pas avoir. Et ces investisseurs européens… Yamina, oui. Alors, je pense qu'il faudrait juste faire un peu simple parce qu'on a des problèmes avec la traduction et je pense qu'il faut parler plus lentement pour que la traductrice puisse suivre. D'accord. La traduction simultanée en français, allemand, c'est la Suisse. Allons-y doucement. Voilà, les points essentiels. Aussi für die Menschen, die jetzt auf Deutsch zuhören,
Ihr könnt in der Einstellung, vergesst nicht, dann den Originalton stumm zu schalten, sonst hört ihr Yamina immer noch viel besser und die Dolmetscherin ist viel zu leise. Ok, je peux y aller? Oui. Oui. Alors, du coup, j'avais regardé quels sont les différents scénarios possibles suite à ce processus de modernisation qui a commencé en 2019. Donc, il y avait un scénario possible qui est un scénario où rien ne change. Pourquoi j'avais pensé à ce scénario-là? Parce que pour changer une virgule dans le texte, il faut un vote à l'unanimité de toutes les parties prenantes du traité. Or, certaines parties prenantes du traité vivent des énergies fossiles. Donc, elles n'allaient pas exclure les énergies fossiles. Ça paraissait logique. Et on est dans cette situation-là. Il y a un autre scénario, j'avais appelé ça le trade scénario, mais en fait, ce scénario-là, c'était un scénario où j'imaginais que la Commission européenne allait trouver une astuce pour leur faire avaler un bout du changement. Je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse. C'est ce que la Commission européenne a effectivement fait. Puis il y a un autre scénario qui est un scénario où on essaye de s'aligner avec l'accord de Paris. Dans les trois scénarios, les émissions de gaz à effet de serre protégées par le traité sont très élevées, au point où, même dans ce scénario-là, le scénario où on mettrait fin à notre participation au TCE, on aurait quand même toujours des gaz à effet de serre protégés par le traité. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'on sort du traité, cela enclenche ce qu'on appelle la clause de survie. Ça veut dire que tous les investissements faits avant que vous sortiez du traité sont des investissements qui vont être protégés pour encore 20 ans. Et ça, c'est l'argument qui a été tout le temps utilisé pour que l'on reste dans le traité. Et lorsqu'on regarde, comme je vous disais, les cas existants, en fait, tout ce que vous voyez là en bleu, rouge, tout ce qui est petit, ça, ce sont des cas non intra-européens. Ce sont des cas entre les pays européens et les pays tiers. Ils sont principalement liés aux énergies fossiles et quelques-uns sont liés au nucléaire. Et sinon, tout ce que vous voyez en rouge là, ce sont des cas qui sont liés, des litiges liés aux renouvelables. Ce sont des litiges intra-européens. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à janvier 2023, il y avait 157 litiges. Et sur les 157 litiges, les principaux, la grande partie, les 2/3, sont des litiges intra-européens. Or, la Cour de justice européenne a statué l'année dernière que les litiges intra-européens sont illégaux du point de vue du droit européen. Donc, une fois que vous enlevez la barre rouge là, que vous voyez ici, ce qui va rester, ce sont que des cas liés aux énergies fossiles, ce qui confirme bien que ce traité-là a été fait pour protéger les énergies fossiles. Alors, ça, c'est le processus de modernisation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est dans la situation suivante. Donc, il y a eu un texte proposé pour la modernisation en juin 2022. Et c'était un petit peu désespérant. On pensait que le traité, donc le texte allait passer. La Commission européenne a réussi à faire en sorte qu'il y ait un texte à la carte, une protection à la carte. Donc, les pays de l'Union, chaque pays allait décider à quel moment ils vont arrêter la protection des investissements dans les énergies fossiles. Dans le cas de la Suisse n'a pas décidé, à ma connaissance, sur la base du dernier texte de juin 2022, de faire arrêter à un moment donné la protection des énergies fossiles. Mais dans le cas de l'Union européenne, il y avait une proposition pour les faire arrêter en 2040, ce qui est trop tard du point de vue climat. Et ensuite, surprise, à partir de septembre 2022, les pays de l'Union européenne ont commencé les uns après les autres, et c'est la Pologne qui a commencé à annoncer le retrait du traité. Dans le cas des pays de l'Union européenne, nous sommes signataires 2 fois de ce traité. Nous sommes signataires en tant qu'État membre, par exemple la France est signataire, mais nous sommes également signataires en tant qu'Union européenne. Donc, par exemple, si je prends le cas de la France, l'Allemagne et la Pologne, elles ont déjà notifié leur décision de sortie de ce traité-là. Les autres pays qui sont cités ici doivent faire leur notification parce qu'il y a un processus interne qui est différent d'un pays à un autre. Et ensuite, maintenant, on travaille sur le retrait de l'Union européenne. La Commission européenne a d'abord rejeté. Oui. Je vous prie de parler un peu plus lentement pour la traduction. D'accord. Merci. Donc, dans un premier temps, la Commission européenne a rejeté l'idée du retrait de l'Union européenne, mais maintenant, depuis 2 mois, la Commission européenne travaille sur le retrait de l'Union européenne.
Pourquoi est-ce que nous avons besoin du retrait de l'Union européenne dans son ensemble? Parce que le retrait de l'Union nous permettra, à nous, pays de l'Union, de signer un accord entre nous pour annuler la clause de survie qui, comme je vous le disais, prolonge de 20 ans la protection des investissements faits avant la sortie par le TCE. Et cela évitera, en fait, limitera les actifs échoués, on limitera les dégâts. C'est la solution la moins risquée, la moins coûteuse et la seule qui peut nous permettre d'avancer sur nos politiques climatiques. Bien sûr, si la Suisse si les pays de European Free Trade Association, donc il y a la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande se retirent, il pourrait y avoir aussi, ces pays-là pourraient rejoindre cet accord avec les pays de l'Union et comme ça, il n'y aura plus de cas entre nous, entre la Suisse, entre ces pays-là et les pays de l'Union européenne. Et ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est que la Cour de justice européenne a publié l'année dernière finalement une opinion, on lui a demandé ça pendant longtemps, qui dit clairement que les litiges sous le traité, l'utilisation du traité sur la charte de l'énergie dans le cadre des litiges entre un investisseur de l'Union européenne contre un pays de l'Union européenne, et ça c'est illégal du point de vue du droit européen. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que comme on a déjà 8 pays et pas des moindres qui se sont retirés du traité, et on pense que l'Union européenne va se retirer, ce qui va se passer très probablement dans le cas suisse, c'est que la Suisse va devenir le siège social des investisseurs européens qui veulent fuir la loi européenne pour attaquer les pays de l'Union. Et jusqu'à présent, la Suisse a été utilisée une fois. Elle a été utilisée une fois contre les pays de l'Union dans le cas de ce traité-là. Elle a été utilisée contre l'Union européenne en entier. C'est le cas de Nord Stream. Donc, c'est un investisseur, c'est un conglomérat sous le leadership de la Russie qui a attaqué l'Union européenne en 2019 à partir de la Suisse. Il y avait un siège social là-bas. Contre la mise en œuvre de la directive gaz de l'Union européenne, de certaines modifications de la directive gaz de l'Union européenne. C'est le seul cas que l'on connaisse, mais il faut savoir qu'on ne connaît pas tous les cas existants, tous les litiges existants, parce que il n'y a pas obligation pour les États signataires de ce traité ni pour les investisseurs qui utilisent ce traité de rendre public leurs litiges. Aujourd'hui, les litiges sont répertoriés dans une base de données des Nations Unies, mais il est fort possible, donc au jour d'aujourd'hui, il y en a 157, jusqu'en janvier, il y avait 157, et il est possible qu'il y ait de nouveaux cas, d'autres cas que l'on ne connaisse pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces litiges-là, la résolution de ces litiges-là dure des années, plusieurs années, et les investisseurs, en utilisant ce traité-là, demandent des milliards d'euros de compensation pour les profits potentiels, parce que ce n'est pas sûr qu'ils aient du profit, mais les profits potentiels qu'ils perdraient à cause des changements dans la loi. Et donc, les gouvernements non plus, en fait, ils ne servent plus à rien tant qu'on fait partie de ce traité-là. En vérité, on laisse des investisseurs étrangers décider de nos politiques énergétiques et donc, par conséquent, de nos politiques climatiques. Voilà, et si vous avez des questions, je suis prête à les prendre. Peut-être un dernier point, nous avons mené beaucoup d'actions au niveau de l'Union européenne. Je vais vous mettre dans le chat un site web où vous trouverez toutes nos actions pour voir si certaines peuvent vous inspirer. Notre processus à nous est assez complexe parce qu'on a l'Union et les États membres. Le processus chez vous, j'imagine, est beaucoup plus simple parce que vous avez un seul État à gérer. J'arrête de partager mon écran. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Je n'ai pas vu quelque chose dans le questions et réponses. Oui, merci beaucoup. Et s'il n'y a pas de questions maintenant, on pourra toujours poser plus tard des questions. Dans ce cas, je vais passer la parole à Julia. Merci. Alors, je ne vais pas parler longtemps et je vais parler plus lentement
pour notre chère traductrice qui a certainement eu du mal avec ces points un peu techniques. Alors, ce que je veux dire, c'est je veux simplement appuyer ce qu'a dit Yamina. Selon le dernier rapport du GIEC qui est sorti en mars, il est exclu d'avoir des nouveaux investissements fossiles et de respecter l'accord de Paris, en gros. Donc, c'est un texte qui se trouve dans le résumé pour décideurs du rapport en entier dans la section B5. Ça se trouve dans le résumé pour décideurs du troisième groupe de travail dans la section B7. Mais en gros, c'est écrit très clairement que pour limiter le réchauffement climatique, il faut des émissions de CO2 nulles, les émissions cumulées de carbone jusqu'au moment où on parviendra à des émissions nettes de CO2 nulles et le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, je ne vais pas tout vous lire, cette section, mais le but d'avoir un réchauffement qui reste en dessous des 2 degrés et aussi proche que possible des 1,5 degrés que possible, c'est-à-dire l'engagement de la Suisse et de tous les autres pays dans l'accord de Paris, requiert que les émissions de CO2 restent à un volume minime. Alors, le rapport du GIEC a estimé quelles sont les émissions qui restent, qui sont attendues des infrastructures d'énergie fossile existantes. Simplement, les infrastructures d'énergie fossile existantes sont déjà trop grandes pour le budget des émissions pour les 1,5 degrés. C'est-à-dire que pour rester en dessous de 1,5 degré, il faut non seulement ne plus avoir du tout de nouveaux investissements dans les énergies fossiles, mais il faut en plus arrêter des infrastructures fossiles existantes qui seraient encore profitables, des usines à gaz, des usines à charbon, etc. Donc, tout nouvel investissement dans les énergies fossiles est incompatible avec l'action climatique. Et le problème de ce traité et de la participation suisse dans ce traité, c'est que ce traité protège de manière absolument incompatible avec l'action climatique les industries fossiles et leurs investissements dans de nouvelles infrastructures. Donc, exactement ce qu'il faudrait que nos gouvernements puissent empêcher, que l'Union européenne puisse empêcher, que la Suisse elle-même puisse empêcher, la participation de la Suisse dans ce traité protège les nouveaux investissements dans des infrastructures d'énergie fossile, de pétrole, de gaz ou de charbon. Et c'est vraiment cela qui est en jeu pour la sortie de la Suisse de ce traité. Donc, la question de la sortie de la Suisse de ce traité, c'est en fait la question de l'action climatique au niveau de l'Europe. Et je pense que ça, il faut le prendre très, très, très au sérieux. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a eu une question par rapport aux articles sur le sujet. Et peut-être les présentateurs et présentatrices pourront mettre des liens vers des articles aussi dans le chat. Est-ce que maintenant il y a des questions par rapport à ce que Julia vient de dire? Oui, Sacha, Nick. Oui, alors, merci Yamina et Julia, c'est évidemment parfaitement clair, mais j'ai une question vraiment complètement naïve. Est-ce que, vu l'urgence est finalement une question de survie, qu'est-ce qui empêche un État souverain, européen ou autre, de tout simplement ignorer ICT et donc ne pas entrer en discussion avec les investisseurs qu'ils demandent? Qu'est-ce qui se passerait? Alors, on a un cas justement. L'Espagne est le pays de l'Union qui a été le plus attaqué pour les modifications des subventions dans le secteur de l'énergie. Il gèle vos avoirs. Si vous, État, vous décidez de ne pas honorer
le résultat du litige, la dette que vous payez dans le cadre du litige, les avoirs vont être gelés. Il y a un cas en cours en ce moment où l'Espagne pourrait se retrouver dans une situation où ses avoirs seraient gelés. Et si vos avoirs sont gelés, ben, vous ne pouvez plus, par exemple, emprunter sur les marchés internationaux, etc. Et donc, vous rentrez dans une crise, dans d'autres crises incroyables. Mais les avoirs seraient gelés par qui? Pour ça, il faut un pouvoir d'État. Non, Mais pardon, vas-y. Non, mais c'est le pouvoir de l'Organisation mondiale du commerce, de WTO, c'est le pouvoir de l'infrastructure financière internationale. Okay. Donc, il faudrait un pays suffisamment grand et suffisamment puissant pour remettre ça en cause. C'est l'Union européenne. Et est-ce que l'Union européenne collectivement pourrait ignorer même le sunset clause? Non, ce n'est pas ce qui est prévu. L'Union européenne prévoit d'éliminer. Alors, dans le cas de l'Union européenne, on a de la chance. Plus de 60% des investissements considérés comme étrangers, sachant que moi, française, si j'investis en Allemagne, je serai considérée comme un investisseur étranger de par ce traité-là, alors que de par le traité de l'Union, je ne serai pas considérée comme un investisseur étranger. Et donc, plus de 60% des investissements considérés comme étrangers dans le cadre du TCE sont des investissements intra-européens. Donc, en fait, en faisant la sortie collective des pays de l'Union, on sauve, si vous voulez, plus de 60% des investissements. Après, si on rajoute les investissements des pays EFTA, European Free Trade Association, dont fait partie la Suisse, on peut arriver jusqu'à 85% des investissements considérés comme étrangers, protégés par ce traité-là. Et les autres investissements qui restent, ils ne sont pas très importants parce que c'est des investissements qui ont été faits il y a très longtemps. Et donc, le risque qu'on se fasse attaquer pour cela est moindre. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions, donc je passe la parole à Raphaël. Oui. J'aurais une question. Pardon? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Oui, en admettant qu'une entreprise comme BP mette son siège en Suisse et que tout de suite après la Suisse sort de cet accord, est-ce que pendant les 20 ans qui suivent, BP pourrait utiliser le siège suisse pour attaquer des pays européens? Non, c'est fini. À partir du moment où la Suisse sortira, les entreprises qui sont basées chez vous ne pourront plus, sauf pour les investissements qui ont été faits avant la sortie de la Suisse du traité, sauf dans le cas, en général, BP, ce sont des investissements, ils attaquent les pays européens. Donc, s'il y a un accord entre la Suisse et les autres pays pour annuler la clause des 20 ans, à ce moment-là, ils ne pourront plus du tout attaquer. Merci. Il y a une question maintenant par écrit. Est-ce que vous pouvez commenter le cas RWE contre les Pays-Bas? Celui-là, c'est un cas très intéressant parce que c'est un cas, les Pays-Bas, il y a eu la société civile aux Pays-Bas a attaqué en justice son gouvernement, l'État, pour demander plus d'ambition climatique. Et la société civile a gagné. Et donc, le gouvernement des Pays-Bas a décidé de mettre fin à l'utilisation des centrales à charbon plus tôt que ce qui était prévu au départ. Et donc, en prenant cette décision-là, qui est en fait une décision de mise en œuvre d'une décision de justice, de la justice hollandaise, RWE, qui a investi dans une centrale à charbon en 2015, a décidé d'attaquer les Pays-Bas parce que sa centrale, il fallait la fermer plus tôt et donc elle n'allait pas être rentable. Sauf que RWE, c'est allemand en fait. Alors, avec la crise énergétique, RWE a coulé. Donc, l'État allemand a repris RWE et donc, du coup, l'État allemand a décidé récemment de mettre fin à ce litige-là. Et ça faisait partie des conditions pour renflouer les caisses de RWE. L'État allemand a demandé l'annulation de ce cas-là. Donc, et là, on voit que lorsque ça se règle entre les États,
et ben, entre les États de l'Union européenne, on ne s'attaque pas pour ces choses-là, et surtout pas pour une sortie du charbon. Sachant que l'Allemagne est l'un des pays qui a été attaqué 2 fois par une entreprise suédoise, Vattenfall, une fois pour le charbon, pour la demande de l'Allemagne de mettre aux normes européennes une centrale à charbon, et une fois pour la décision de l'Allemagne de mettre fin de sortie du nucléaire. Et donc, du coup, l'Allemagne a déjà vécu ça. Voilà ce qu'on sait de RWE. Il y a une autre question par écrit pour Yamina. Est-ce que ce serait OK d'adresser des journalistes suisses vers vous comme experts et quels cas seront particulièrement intéressants pour des articles pour un public suisse? Oui, bien sûr, vous pouvez communiquer mes coordonnées aux journalistes suisses. Il y a déjà une journaliste qui travaille, qui a publié quelques articles là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, je pense, pour la Suisse, c'est le cas de Nord Stream 2. C'est le seul cas que l'on connaisse au jour d'aujourd'hui, qui est basé en Suisse. Et le fait que on sait que certains pays, donc il y a la Suisse, il y a aussi la Grande-Bretagne, comme elle ne fait plus partie de l'Union. On ne connaît pas encore la position britannique, mais on a des signes positifs comme quoi il va y avoir une sortie. Mais avant d'avoir cette annonce de sortie de la Grande-Bretagne, on a vu certains majors des énergies fossiles relocaliser leur business en Grande-Bretagne. Donc, si ça se confirme, la Grande-Bretagne sort, le seul pays européen moderne, on va dire, qui est au même niveau en termes de démocratie que les pays de l'Union, va être la Suisse. Donc là, on pense que la Suisse va devenir la base arrière pour ces investisseurs-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je passe la parole à Raphaël Mahali. Volontiers, merci. Je vais aussi partager mon écran. Peut-être juste avant, j'espère que vous m'entendez bien, juste avant de partager mon écran, une réflexion suite à la question de Sacha Nick tout à l'heure. Le problème, il est évidemment aussi juridique parce que le principe des traités internationaux, c'est qu'ils engagent toutes les parties qui les ont signés. Et comme le traité met en place une procédure de règlement des différends avec ces fameux tribunaux arbitraux qui sont mis en place, comme le disait Julia, notamment sous l'égide de l'OMC, ces tribunaux, ces arbitres peuvent avoir la compétence de rendre une décision qui est ensuite binding, qui est contraignante pour l'État. Et ça veut dire qu'un État ne peut pas simplement sortir en quelque sorte sans respecter les règles du traité lui-même pour en sortir. Ça, c'est la théorie. Et puis ensuite, évidemment, il y a toute l'action qui est menée maintenant pour réfléchir à renégocier, comme le disait Yamina, à rediscuter, à modifier cette fameuse règle des 20 ans. Et c'est ça qui permettrait de couper court à cette protection qui est scandaleuse des investisseurs. Mais c'est pour dire que le problème, il est lié au cadre juridique international des traités. Et c'est ça qui rend la discussion particulièrement difficile pour nous. C'était juste une réaction supplémentaire. Voilà, je vais partager mon écran. Merci, Raphaël. Avec plaisir. Alors, voilà, c'est juste pour vous donner, voilà, j'espère que vous voyez tout ceci, pour vous donner quelques aperçus en écho à la présentation de Yamina et Julia, pour vous donner quelques aperçus sur les réflexions en Suisse au plus haut niveau politique, avec la précision d'emblée qu'évidemment, ça va, comment dire, ça risque de doucher un peu nos espoirs et nos enthousiasmes. Vous allez voir tout le cynisme et toute l'ignorance du gouvernement suisse en pleine action. Mais l'idée, c'est évidemment pas de toucher définitivement notre engagement et notre espoir de passer à autre chose. Mais c'est simplement pour vous dire à quel point le gouvernement suisse est très, très loin des considérations qui viennent d'être présentées. Alors d'abord, une réflexion sur, j'ai distingué 3 phases récentes des discussions. D'abord, cette première phase que j'ai appelée l'aveuglement dogmatique du gouvernement. Donc on situe ici…
J'aimerais vous Oui. demander de commencer la présentation pour mieux lire l'écran. Maintenant, on peut voir tout Ah, est pardon, expliqué autour pardon, aussi. Merci. pardon, merci, très bien. Alors, attendez, je vais juste faire ça. Tac. Ouais, pardon, je dois juste remettre ça. Mes excuses. Tac, tac, tac. Euh, Voilà, là, Oui, ça très devrait bien, fonctionner. merci. Merci, mes excuses. Voilà, donc cette première phase que j'ai appelée l'aveuglement dogmatique du gouvernement, on se situe ici au tournant des années 2020. Et puis, si vous prenez 2 minutes pour lire ce texte, on est ici dans une réponse du gouvernement à une intervention parlementaire. C'était une motion de mon collègue socialiste Fabian Molina qui demandait déjà de réfléchir à sortir du TCE. Et le gouvernement répond ceci, et quand on a écouté Julia et Yamina tout à l'heure, on tombe véritablement de sa chaise en lisant cela. Le gouvernement répond, c'est le deuxième paragraphe, le TCE n'empêche pas ses États membres de poursuivre une politique énergétique ambitieuse et ne limite pas non plus leur droit de réglementer. Et puis plus tard, vous voyez le dernier paragraphe, plus loin, le gouvernement dit, sous le régime du TCE, un grand nombre d'actions ont été intentés par des investisseurs pour protéger les énergies renouvelables et ne visaient pas à sanctionner une politique climatique progressiste. Vous lisez cette phrase, elle contestait des réductions des subventions dans de la rémunération de l'injection d'électricité. Enfin, vous découvrez ici, et on parle de 2 ans en arrière, hein, donc c'est très récent, vous découvrez ici une position du gouvernement qui est, je le dis assez clairement, à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris les enjeux ou il ne veut pas comprendre les enjeux. C'est là où tout ceci est évidemment très politique. Ensuite, la mobilisation se poursuit avec les discussions que vous connaissez, les pays européens qui, les uns après les autres, annoncent vouloir sortir du traité. Et alors ici, deuxième moment que j'avais envie de vous présenter, on est en novembre de l'année passée, donc il y a à peu près 6 mois, où le Conseil fédéral, donc le gouvernement toujours, continue à penser que la révision du traité est promise à un bel avenir. Et le Conseil fédéral prend la décision d'adopter cette future version du traité sans connaître son contenu. Il faut juste à comprendre la petite subtilité, c'est qu'en définitive, l'adoption, la ratification d'un traité est toujours de la compétence du Parlement, mais ici, le gouvernement a donné le mandat à son département des affaires extérieures de poursuivre les négociations, d'adopter le traité, et puis ensuite, évidemment, le traité serait soumis au Parlement pour ratification. Ça ne vous a pas échappé, c'est quelques jours avant l'échec, si on veut bien, définitivement acté de la révision du traité, notamment en raison, comme l'a dit Yamina tout à l'heure, de la position de l'Union européenne. Et alors, Je n'entends plus Monsieur Marhaim. Je vais essayer de voir. Ouais. Armel, est-ce que c'est possible de terminer le partage d'écran? Je vais essayer un instant. Voilà. Ouais, il y a un souci avec la connexion Internet. Euh,
Donc, je propose de passer la parole à Anaïs Campion et puis plus tard continuer avec Raphaël quand ça marche sur l'Internet chez lui. Anaïs. Oui, merci Christian. Donc, je me présente, je m'appelle Anaïs Campion, je suis ici avec Jean-Valentin pour représenter Swiss Youth for Climate, qui fait partie d'ailleurs de l'Alliance climatique suisse. Donc, en quelques mots, sans s'éterniser, Swiss Youth for Climate est une association qui s'est créée en 2015 lors de la COP 21, l'accord de Paris, et parce que c'était des jeunes qui voulaient pouvoir représenter la société civile dans ces négociations internationales. Donc, l'origine de cette association en 2015, c'est vraiment faite pour pouvoir avoir une voix au nom des jeunes dans cette société civile et pour avoir des badges. C'était une histoire toute bête à la base, comment s'est créée l'association. Et après avoir fait cette activité, l'association a grandi, elle s'implique du point de vue international, en étant présente chaque année au COP 26, 27, etc. et les suivantes, pour représenter la société civile. Elle se joint avec la société civile des autres pays, justement pour pouvoir avoir une voix sur ces négociations internationales. Donc, à rajouter que maintenant, depuis plusieurs années, souvent une personne de Swiss Youth a représenté la jeunesse au sein de la délégation suisse lors de ces négociations internationales. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a pu un petit peu amener la voix des jeunes. Et d'un point de vue donc, associatif, cette association ensuite s'est impliquée beaucoup sur la politique climatique nationale, ici en Suisse, aussi au niveau de la loi sur le CO2, avec tout le processus qu'il y avait eu sur la loi sur le CO2 il y a quelques années, et ensuite aussi au niveau cantonal, par exemple, sur le canton de Vaud, un groupe de jeunes était impliqué dans le plan climat du canton de Vaud. Donc ça, c'est vraiment divisé en différents buts international, national, cantonal même, et très local. Et on a aussi des groupes régionaux qui font des activités assez différentes que sur le plan politique, mais qui est plus de la sensibilisation avec le public. Mais donc, tout ça, juste pour contextualiser et pourquoi c'est important d'intégrer la société civile, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de la responsabilité des États qui doit être pris par rapport à ce traité, etc. Et tout. Et donc là, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, parce que ce qui est important, c'est vraiment de montrer pourquoi la société civile a aussi quelque chose à dire et comment elle peut faire avancer la chose en la matière. Je vais donner juste la parole à Jean-Valentin pour expliquer un peu plus ce que Swiss Youth a fait, Swiss Youth for Climate a lancé comme initiative, comme pétition à propos de ce traité spécifiquement, et c'est pourquoi c'est important d'intégrer cette société civile. Merci Anaïs. Donc Jean-Valentin, coprésident de l'association Swiss Youth for Climate. Anaïs m'a proposé justement de dire quelques mots par rapport à ce qu'on a entrepris au sein de Swiss Youth for Climate contre le traité sur la charte de l'énergie. Et j'avais entrepris en fait ces démarches, donc c'est la raison pour laquelle je suis venu un peu en dernière minute dans ce webinaire. Mais l'année passée justement, en novembre, quand il y a eu plusieurs États qui ont décidé de sortir du traité, on s'est dit que c'était pas possible qu'en Suisse, aucune organisation ne prenne les devants par rapport à cette thématique. Et on s'est dit, dans la lignée des engagements qu'on a eu jusqu'à maintenant, quelles étaient nos possibilités d'action pour essayer de faire bouger les lignes. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur deux axes, à la fois une pétition qui a été lancée justement sur Campax pour essayer d'alerter la société civile autour de cette thématique, qui est une thématique complexe et qui a besoin d'être vulgarisée. D'ailleurs, elle récolte encore trop peu de signatures, donc n'hésitez pas à la diffuser pour faire passer le mot sur cet enjeu. Donc, il y avait l'axe de la pétition et puis l'axe aussi du lobbying. Donc, vous l'avez compris, on a toujours été très actifs dans les processus de négociation avec la Suisse également. Donc, on a voulu aussi être actif à ce niveau-là, à la fois au Parlement, en étant en contact avec le conseiller national Fabienne Molina, justement, qui avait déposé une motion pour une sortie de la Suisse. On a essayé avec d'autres organisations partenaires de l'Alliance climatique aussi d'entreprendre des démarches pour que cette motion passe. Malheureusement,
et je pense que Raphaël Marin allait peut-être le dire aussi, elle a été classée à cause du délai légal de 2 ans qui fait qu'en fait une motion est classée au Parlement. Mais heureusement, il y a justement un autre dépôt qui a été fait par Raphaël Marin et le groupe des Verts pour justement que la Suisse sorte de ce traité. Donc ça, c'est au niveau du Parlement. Nous, on avait aussi mentionné cet enjeu important lors de la COP 27 l'année passée en Égypte. Et ce qu'il faut savoir qui est assez particulier avec ce traité sur la charte de l'énergie, c'est que les négociations sont gérées par 2 départements, l'Office fédéral de l'environnement et le département de l'économie. Ce qui fait que quand on a amené ce sujet-là à la délégation suisse, on l'avait mentionné aussi à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, plusieurs personnes n'en avaient jamais entendu parler. Pour vous dire à quel point en fait c'est un traité qui est aussi dans l'ombre, à la fois dans l'administration fédérale et à quel point aussi ces 2 mondes totalement différents, le département de l'environnement et le département de l'économie. Donc voilà un peu les deux actions qu'on a entreprises. Et puis avec l'Alliance climatique, on est justement en train de réunir d'autres organisations pour essayer de faire bouger ce sujet au niveau de la société civile. Merci. Donc voilà les deux liens. On a justement écrit aussi un policy briefing sur notre site internet. On pourra vous envoyer le lien, mais pour justement essayer de retracer qu'est-ce qui pose problème avec ce traité, pourquoi la Suisse doit en sortir. Et l'argument de la Suisse, c'est toujours de dire que en Suisse, il n'y a que les pipelines de l'aéroport de Genève ou l'aéroport de Zurich ou la raffinerie de Cressier qui sont protégés. Donc, à quoi bon en sortir? Mais c'est justement un enjeu très important qu'a soulevé Yamina Saeb tout à l'heure. Et je remercie d'ailleurs Julia Steinberger et Yamina Saeb pour leur fort engagement contre le traité et puis les présentations très, très claires tout à l'heure. Mais c'est un réel enjeu pour la Suisse qu'on soupçonne de vouloir attirer justement les investisseurs. Donc, un intérêt potentiel caché derrière. Et peut-être juste dire que, Raphaël Marin reviendra peut-être pour sa présentation. Mais on avait été en contact justement pour essayer au Parlement de faire avancer le plus possible cette motion et puis qu'elle rencontre un assez large panel de partis politiques pour être acceptée et en sortir au Parlement. Oui, Raphaël, je vous passe la parole. Non, il y a encore une question. Yamina, ce n'est pas une question, c'est plutôt pour partager avec vous comment est-ce qu'on est arrivé à faire sortir 8 pays de l'Union. Ce n'était pas du tout évident. En 2018, tout le monde me disait que c'était de la folie. On n'est jamais sorti d'un traité international. Et pourtant, là, il y a 8 pays et de grands pays qui sortent. Et pour ça, on a utilisé toutes les solutions possibles. On a fait des lettres de scientifiques, de climate leaders, de jeunes. Par exemple, la Pologne était une surprise pour les ONG. Et ce que je voulais dire, c'est que les acteurs traditionnels de la lutte pour l'environnement, ce ne sont pas eux qui ont été les plus actifs. Le cas de la Pologne est très intéressant. Ce sont des jeunes qui, en 2020, les jeunes qui font partie de Climate Generation Europe, en 2020, ils ont rejoint la campagne et ils ont décidé d'écrire à tous les ministres et de leur dire ne confisquez pas notre avenir et de sortir de ce traité-là. Et parmi les ministres qui leur avaient répondu, il y avait le ministre de l'Environnement de la Pologne. Ils ont rencontré le ministre polonais de l'Environnement en début 2021 et le processus a pris du temps. Et puis hop, un jour, on apprend que la Pologne a fait voter par son Parlement la sortie du traité. Et après, on a eu aussi des influenceurs. Par exemple, dans le cas de la France, c'était très intéressant. Vous connaissez peut-être Bonpot. Vous connaissez le site de Bonpot. Et donc, Bonpot m'avait invité à écrire un article sur le TCE et j'avais rédigé un article sur son site. Et au moment où la décision de sortie de la France a été prise, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a fait un tweet pour dire à Bonpot, voilà, on l'a fait. Il ne m'a pas fait un tweet pour moi, mais il l'a fait pour Bonpot. Mais ça n'a pas d'importance. La France l'a fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il faut utiliser tous les canaux et il ne faut pas compter sur les acteurs traditionnels de la lutte pour l'écologie. Et il y a juste un dernier point que j'avais oublié de souligner.
parmi les actions que l'on a menées contre ce traité-là, il y a une action en justice par 12 jeunes citoyens de l'Union et de la Suisse qui a été déposée à la Cour européenne des droits de l'homme pour le retrait demandant en fait parce que le TCE a un impact négatif sur le climat, donc il a un impact négatif sur les personnes. On n'a pas de réponse pour le moment. La Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'elle statuerait sur ce cas-là lorsqu'elle aura statué sur les autres cas climatiques. Donc elle va statuer sur tous les cas en même temps. Et donc ce qui va se produire, c'est que sur les 12 pays qui ont été assignés par ces jeunes, il y a plusieurs pays qui sont déjà sortis. C'est des pays de l'Union européenne, donc ils sont déjà sortis. Par contre, la Suisse est encore dedans. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'il va falloir refaire, je pense, une plainte si la Suisse y reste, et la Suisse sera à nouveau attaquée par les jeunes. Voilà, donc toutes les actions sont bonnes. Merci beaucoup. Oui, peut-être pour conclure, à ajouter que moi-même, je représentais en fait la jeunesse dans la délégation suisse à la COP26 à Glasgow. Et à ce moment-là, il y avait un sujet de négociation dans cette COP26 pour The Action for Climate Empowerment. Et c'était très important à ce moment-là de définir justement le canevas de comment la société civile de tous les pays pouvait s'impliquer, autant au niveau éducation, autant au niveau conscience du public, autant au niveau formation, et aussi de cette manière-là de pouvoir lancer des choses comme vous venez de citer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font un peu en arrière, mais après, qu'il n'y a pas forcément assez encore à l'heure actuelle de poids pour appuyer toutes ces initiatives. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole encore une fois à Raphaël. Oui. Oui, merci beaucoup. Désolé pour l'interruption. Manifestement, le gouvernement n'était pas très content avec ce que je disais parce que la connexion sans fil s'est interrompue dans le bâtiment ici du Palais fédéral en Suisse. Mes excuses, j'ai réussi à me reconnecter. Je termine effectivement ma présentation et puis je fais encore un ou deux commentaires suite à la discussion qui s'est poursuivie. Je repartage mon écran. Donc, je termine ici avec cette troisième phase qui est la phase récente où on en est maintenant. Où, comme le disait Jean-Valentin il y a un instant, la première motion qui a été déposée par mon collègue et qui faisait pression pour en sortir, on est ici en 2021, elle n'a pas été traitée par le Parlement dans le délai de 2 ans. Et puis, du point de vue du processus parlementaire, elle est retirée des objets en traitement. Et il faut redéposer une nouvelle motion si on veut remettre ce sujet à l'ordre du jour. C'est ce que j'ai fait en fin d'année passée. Et le gouvernement, ça c'est sa réponse à ma motion, l'avis qu'il donne sur ma motion avant qu'elle ne passe en vote au Parlement. Alors cette fois-ci, on est beaucoup plus prudent, on reconnaît que beaucoup d'États en sont sortis, et puis, contrairement à leur optimisme qui datait encore de quelques semaines avant, le Conseil fédéral dit il est impossible de prévoir si la nouvelle version du traité sera approuvée et à quelle date. Et puis alors après, il y a cette dernière phrase assez surréaliste où le gouvernement dit afin de ne pas anticiper les conclusions des travaux en cours, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Surréaliste parce qu'évidemment tout ceci est un choix politique. Les travaux en cours, ici le gouvernement fait allusion à une analyse qu'il a commencé à faire sur les effets justement du traité sur sa politique climatique suite au retrait des différents États, au retrait des grands États voisins, notamment en Europe. Et donc, le Conseil fédéral a dit on va faire une analyse de tout ceci. Et puis là, il dit on va surtout pas donner le signal qu'on veut sortir du traité tant que cette analyse n'est pas faite. Alors, est-ce que c'est de la prudence politique ou est-ce que c'est du cynisme? J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une part de cynisme dans cette position parce que, en effet, la Suisse et certains intérêts économiques bien renseignés, la Suisse pourrait voir une opportunité, comme l'a très bien dit Yamina tout à l'heure, pourrait voir une opportunité d'attirer les investisseurs et de protéger les investisseurs en maintenant
sa participation au traité. Et ça, ce serait alors le summum du cynisme. Je voyais quelqu'un dans le chat faire allusion à Glencore tout à l'heure. C'est parfaitement juste. Hein. On estime que Glencore et toutes les autres sociétés actives dans le charbon, et pas seulement dans le négoce, hein, mais dans la production de charbon, les sociétés dont le siège est en Suisse, ça représente environ l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Donc, on est dans un ordre de grandeur, en Suisse seulement, on est dans un ordre de grandeur qui est tout à fait spectaculaire. Et c'est sûr que si c'est l'intérêt économique qui est en tête, qui est actuellement protégé par le Conseil fédéral, alors on est dans une situation politiquement assez dramatique où le fait que le gouvernement joue la montre et retarde sa prise de position officielle, ce serait en réalité une manœuvre déguisée pour tenter d'attirer les investisseurs en Suisse. Et puis face à cela, le Parlement, on continue à pousser. Ma motion sera probablement traitée lors d'une prochaine session, mais ça va prendre du temps, une session possiblement en juin ou en septembre. La Commission des affaires extérieures est aussi en train de s'activer pour tenter de passer par une autre voie parlementaire pour mettre la pression. Et puis, je conclus évidemment en soutenant intégralement ce que disait Yamina, c'est que toutes les démarches qui sont faites, que ce soit par la pétition, par ce que tu as rappelé avant, Jean-Valentin, et ce que vous avez avec Anaïs aussi fait à votre niveau, ou ce que Campax a fait, toutes ces démarches sont utiles pour mettre la pression sur le Conseil fédéral qui a visiblement quelques années de retard ou qui fait preuve de cynisme. Et dans ce cas, il faut à tout prix dénoncer ce cynisme, le démasquer, le médiatiser. Et c'est la raison pour laquelle on compte sur tous ces acteurs. Juste encore un mot suite à la remarque de Yamina sur l'action à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est évidemment une excellente chose. Il se trouve que je suis aussi impliqué dans une des actions, dans l'équipe des avocats, dans une des actions qui est actuellement pendante à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'action des aînés pour la protection du climat, Klima Seniorinnen en allemand, qui est une des 3 premières actions à être traitées par la Cour européenne des droits de l'homme. On pense malheureusement qu'il n'y aura pas de décision avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Donc, ça signifie aussi que toutes les autres affaires qui ont été suspendues dans l'attente de ces premières décisions, le traitement sera repris dans le courant de l'année 2024, ce qui permet d'espérer une décision pour 2025, 2026 au plus tôt. Donc, on est sur un horizon temporel qui est malheureusement trop long. Et c'est la raison pour laquelle les autres démarches sont d'autant plus nécessaires pour mettre la pression sur le gouvernement suisse. Voilà, merci et à disposition pour des questions sur la politique, sur la position politique suisse. Merci. Je vais arrêter le partage de l'écran. Et je voulais juste, parce que la traductrice, je pense qu'elle travaille depuis 1 heure très dure, donc je pense qu'il faut peut-être maintenant faire notre propre traduction des questions-réponses. Oui. Oui. Donc, je vais traduire les questions et les réponses, je vais traduire très brièvement. Ich werde ab jetzt die Fragen übersetzen und ganz kurz auch die Antworten in einer zusammenfassenden Form. Wir gehen jetzt über in den Teil der Fragen und Antworten. On continue maintenant dans la partie des questions et des réponses. J'ai vu, il y a déjà plusieurs questions. Wir beginnen jetzt mit den ersten Fragen. Miriam, wir commencer. Merci. Ich kann auch meine Fragen selber übersetzen, wenn es hilft. J'aimerais savoir, c'est une question pour Raphaël, pardon. J'aimerais savoir quelle est la position des Verts dans toute cette histoire et aussi des Verts libéraux, si vous avez déjà des alliances. Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est complètement occulté dans le débat actuellement. Et aussi, deuxième question, est-ce qu'il y a du travail au niveau du BAFU par rapport au traité.
So, meine Fragen sind, die erste ist, was ist die Stellungnahme von den Grünen und die Grünliberalen? Und die zweite Frage ist, was das BAFU an sich in dieser Angelegenheit macht. Dankeschön. Merci. Ja, besten Dank für die Frage. Ich kann die gleich beantworten. Also die Allianz im Parlament gegen den Vertrag für die Energiecharta besteht ganz bestimmt aus den Grünen, der SP, der GLP und wahrscheinlich auch aus gewissen Stimmen aus der Mitte. Aber das muss sich noch bestätigen. Da habe ich gewisse Zweifel. Aber aus dem linken und grünen Lager ist es jetzt relativ klar. Das Problem dabei ist natürlich, dass es keine Mehrheit, also dass es nicht reicht für eine Mehrheit, oder? Also Grün, SP und GLP macht leider keine Mehrheit raus. Das zur ersten Frage. Donc, en français, le problème ici, c'est que du côté du camp Verts libéraux et Parti socialiste, tout le monde est assez unanime, même totalement unanime sur le fait qu'il faut en sortir. Il y a peut-être quelques voix critiques qui pourraient rejoindre ce camp du côté du centre, donc l'ex-PDC, maintenant le centre, mais ceci ne fait pas encore une majorité au Parlement. Und dann zur zweiten Frage beim BAFU. Wir haben gewisse Kontakte mit der Verwaltung und insbesondere auch beim BAFU. Die sind tendenziell offener als das Sekretariat für Wirtschaft. Also das heißt, das BAFU wäre eher auf unserer Linie, also eher für einen Austritt aus dem Vertrag, aber es gibt natürlich keine offizielle Stimme beim BAFU, die das öffentlich vertritt, weil sie eben natürlich gebunden sind an der Haltung, an der Position des Bundesrates. Aber was wir hören, ist eine gewisse Sympathie für das Anliegen seitens des BAFU. Seitens des SECO, Sekretariat d'État à l'Économie, sieht es natürlich viel anders aus. Dort ist es viel schwieriger, weil sie natürlich die Interessen der Wirtschaft vertreten und weil sie da wahrscheinlich zynischer sind und eben die Interessen der Investoren in die fossilen Energien vertreten. Donc en français, en deux mots, du côté de l'Office fédéral de l'environnement, il y a une certaine sympathie pour la sortie du traité, mais qui n'est pas exprimée publiquement parce qu'ils sont tenus de suivre le processus par le Conseil fédéral. En revanche, c'est beaucoup plus difficile du côté de l'économie, où on sent bien qu'il y a probablement des réflexions sur les intérêts de la place économique suisse en lien avec les investissements dans le fossile et aussi le négoce des matières premières d'ailleurs, qui jouent un rôle très important en Suisse. Merci. Il y a encore une question qui est un peu similaire. Quelle est la position et l'influence de l'UDC dans ce processus? 30% des énergies fossiles sont négociées en Suisse et la place financière suisse est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Comment les contrer? Also nur kurz zur SVP-Linie. Also soweit es um Klima geht, also soweit das Wort Klima in irgendeiner Vorlage zu finden ist, sagt die SVP, wir sind dagegen. Also das ist wirklich eine Katastrophe im Moment. Also in 2 Monaten jetzt wird über den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative abgestimmt. Da hat die SVP das Referendum ergriffen, wie ihr alle wisst. Das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass die SVP alles bekämpft, was über den Klimaschutz, was um den Klimaschutz, wenn es um den Klimaschutz geht. Donc là, la position de l'UDC, elle est malheureusement totalement dogmatique pour l'instant. Dès qu'il s'agit de la protection du climat, ils jouent l'opposition frontale, ils essayent de se démarquer du reste du camp bourgeois sur ces questions. Donc c'est un refus total. L'exemple, c'est le référendum contre la loi Climat. Und natürlich gibt es noch ein weiteres Problem. Also jetzt ist Albert Rösti, der ehemalige Präsident der SVP, eben Vorsteher des Umweltdepartements auf Bundesebene. Also das heißt, er wird das ganze Dossier steuern.
für das Umweltdepartement, was natürlich für unsere Anliegen kein gutes Zeichen ist, oder? Et encore un mot sur le fait que l'ancien président de l'UDC, qui était à l'origine de toute cette politique, est maintenant aux commandes du département fédéral en charge de l'environnement, et que c'est donc lui qui pilote ce dossier, ce qui pose des problèmes évidemment particulièrement cruciaux, parce que quand il s'agit des petites décisions à son échelle, le Parlement n'a pas de vision sur ce qu'il fait, et on redoute beaucoup une position très, très conservatrice et voire climato-négationniste sur ces questions. Okay. Gibt es jetzt noch weitere Fragen, die bereits gestellt wurden, die ich noch übersehen habe? Genau, es gibt noch eine Frage zu Glencore. Welche Rolle hat allenfalls Glencore in dem Ganzen? Also Glencore hat auch viele fossile Investitionen, auch inwiefern ist, und hat auch viel Einfluss auf das politische System allenfalls in der Schweiz. Gibt es hier, wer kann sich dazu äußern allenfalls? Une question par rapport à Glencore, encore en français. C'était quid des intérêts de la major suisse-britannique du charbon Glencore. Il semble que le traité permette aussi de protéger ces investissements. Or, le réseau de partenaires et le poids politique de Glencore est considérable. Si j'ose dire un mot là-dessus, alors, il n'y a aucune action judiciaire en cours intentée par Glencore, mais je pense qu'il pourrait éventuellement imaginer se servir du traité pour dénoncer ce qu'il veut éviter, à savoir des politiques, des mesures de politique progressistes en faveur des énergies renouvelables. Donc, j'ai les plus grandes craintes et je pense que c'est juste de montrer du doigt Glencore comme un potentiel acteur dans cette question, parce qu'ils sont très influents, ils tiennent beaucoup de leviers de lobbying dans certains cantons de Suisse alémanique, notamment là où ils ont leur siège à Zug. Donc, je crois que c'est une vraie question. Je ne sais pas si juridiquement, ils auraient aujourd'hui déjà la possibilité de se servir du traité pour intenter une action. Comme l'ont dit Yamina et Julia, tout ceci est très peu transparent, mais il y a évidemment un risque de ce côté. Also kurz gesagt, gibt es meines Erachtens ein gewisses Risiko, dass Glencore da eine gewisse Rolle spielt. Und die sind natürlich sehr gut vernetzt, in der Politik sehr präsent. Und wenn es eben um Coal-Investitionen geht, dann könnte es vielleicht mal zur Anwendung des Vertrags kommen, wenn Glencore eben sich darauf stützt, um seine eigenen Positionen zu verteidigen. Also da habe ich die gewisse Befürchtungen, ja. Dann gibt es eine Frage, auch möglicherweise inspiriert von der Diskussion um Glencore. Was sind die Links zur Konzernverantwortungsinitiative? Est-ce qu'il y a des liens entre le traité de la charte de l'énergie et l'initiative pour des multinationales responsables? Qui aimerait répondre à cette question? Non. Je ne connais pas de lien personnellement entre les deux. Oui, merci. Il n'y a pas forcément un lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un commentaire aussi sur Glencore dans le chat. Glencore se sert d'ores et déjà des traités de protection d'investissement, notamment contre la Colombie. La dernière poursuite en date concerne l'expansion de la plus grande mine de charbon à ciel ouvert. Glencore nutzt bereits heute Investitionsabkommen, um Kohleinvestitionen in Kolumbien zu verteidigen. Genau. Jetzt weitere Fragen. Diese können sowohl bei Antworten und Fragen reingeschrieben werden oder jetzt gleich gestellt werden. Ihr könnt einfach die Hand heben. Si vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. Vous pouvez écrire la question dans questions et réponses.
Sinon, oui, Julia, je passe la parole. Merci beaucoup Christian. Je voulais juste dire, parce que je vois que des personnes commencent déjà aussi à partir doucement, que c'est un sujet très important où les citoyens suisses ont un rôle surdimensionné. Si les citoyens suisses, de toutes les manières qui ont été décrites par Yamina, par Anaïs, par Jean-Valentin, par Raphaël, et d'autres aussi, les scientifiques devraient aussi s'exprimer. Si nous réussissons à agir de toutes ces manières et à mettre une lumière sur ce point, à éduquer nos parlementaires, à éduquer notre sphère publique, je pense que nous pouvons jouer un rôle important et même essentiel dans la possibilité de l'action climatique en Europe. Et donc ça, c'est absolument pas négligeable du tout. Et je pense que ça devrait nous encourager d'une certaine manière, mais il faut absolument y aller. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'ai vu encore une question. Je propose de terminer ça, la partie officielle. Et là, la question qui est encore ouverte, s'il y a quelqu'un qui aimerait encore répondre à ça, on peut encore rester à quelques minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Et bonne soirée. Et puis, pour ceux qui veulent encore rester, la question, c'est, y a-t-il d'autres outils traités de ce type? Attendez, je vais encore parler en allemand pour ceux qui veulent partir. Die Zeit ist jetzt bereits Wer jetzt gehen will, möchte ich herzlich bedanken und euch verabschieden. Es gibt jetzt noch Fragen im Chat und wird noch ein paar Minuten verlängert für diejenigen, die diese Fragen noch zuhören möchten, diese Beantwortung. Jetzt die erste Frage ist, ob es weiter solche Verträge gibt, internationale Verträge, die ein derartiges Gewicht haben für die Klimapolitik. Je peux tenter de répondre, si vous voulez, à cette question, partiellement. Alors, il y a beaucoup de traités, il y a environ 3000 traités qui incluent l'arbitrage privé, parce qu'au-delà de la question climat, il est question ici surtout de l'arbitrage privé, du fait que les gouvernements perdent leur droit et devoir de gouverner au profit des investisseurs étrangers. Et ça existe dans beaucoup de traités bilatéraux et internationaux, multilatéraux. Ce qu'il y a de spécifique avec le traité sur la charte de l'énergie, et pour ça, il est le seul, c'est qu'il est spécifique au secteur de l'énergie. Ça, c'est spécial. Il est le seul à être spécifique au secteur de l'énergie. La deuxième chose qui est spéciale, c'est que dans ce traité-là, la clause de survie, elle dure 20 ans. Dans les autres traités, il y a des clauses de survie qui durent moins que 20 ans. Et donc, du coup, on est en fait étranglé quand on est dans ce traité-là. Der Energiechartervertrag ist speziell problematisch, weil er sich auf Energieinvestitionen fokussiert. Also fossile Energie ist betroffen, erneuerbare Energie ist betroffen. Und weil die Dauer dieser Sunset Clause, diese 20-jährige Dauer, über die man dann immer noch gebunden ist, nach einem Austritt aus dem Vertrag, besonders hinderlich ist. Andere Verträge haben dort kürzere Fristen. Aber grundsätzlich das Problem besteht auch bei anderen bilateralen Verträgen, dass Demokratien eigentlich ihr Recht verlieren, zu agieren. Ich denke, im Moment gibt es keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich jetzt gerne das beenden. Ich gebe nochmal das Wort an Julia. Encore une fois, à Julia. Je vois juste la main de Daniel Suri. Oui. Si je peux juste intervenir, j'ai vu qu'il y avait une proposition qui était de faire que le thème soit présent lors des élections fédérales et j'ai aussi le sentiment que toute la question du traité de la charte de l'énergie
est pour l'instant une question pour insider et que la thématique a très peu pénétré l'opinion publique. Et je me demande s'il ne faudrait pas envisager une campagne unitaire large d'organisations, d'associations et de partis politiques, ne serait-ce que pour informer de l'existence et des enjeux de ce traité. Essayer d'informer largement, que ce soit par des conférences publiques, des conférences de presse, des meetings ou des choses comme ça, parce que pour le moment, c'est pas un sujet qui est débattu politiquement. Merci beaucoup. Vielen Dank. Das war jetzt eher, glaube ich, eine Bemerkung auch als eine Frage. Es geht darum, also eigentlich um die Frage, wie könnte man dieses Thema jetzt in die Öffentlichkeit bringen? Wie könnte das Thema in den nächsten Wochen und Monaten und auch im Hinblick auf die nationalen Wahlen präsent sein in der Öffentlichkeit? Ja, wie wäre es möglich, dazu allenfalls eine Kampagne zu machen, um dieses Thema ins Bewusstsein der Menschen zu bringen? Ich habe jetzt gesehen eine Antwort. Nein, das ist etwas anderes. Gibt es noch weitere? Genau, Anaïs oder Jean-Valentin? Oui, merci. C'était par rapport à la question tout à l'heure de quels sont s'il y a d'autres outils ou traités de ce type qui ont un poids sur la politique climatique. Et j'ai un autre élément de réponse, plus par rapport à des outils, pas forcément des traités, mais par rapport à des outils qui, clairement, au niveau de tout ce qui est dans les négociations internationales avec les mesures qu'on dit en français les mesures de riposte, en anglais c'est les response measures, qui sont justement de mettre en lumière comment certaines politiques climatiques peuvent avoir un impact sur le développement social ou le développement économique d'un pays. Et justement, au niveau des négociations, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique, car ce sont des personnes, des conseillers stratégiques comme par exemple de Saudi Aramco en Arabie Saoudite ou de Gazprom en Russie, qui vont négocier ce genre de sujet pour mettre en avant que telle mesure concrète dans, par exemple, l'accord de Paris amènerait une détérioration dans telle politique sociale ou telle politique économique du pays. Et donc, voilà, en termes d'outils, il y a justement en fait cette balance dans ces négociations sur les response measures qui peuvent venir justement affaiblir certaines politiques climatiques qui sont prises dans l'accord de Paris et ensuite par les différentes COP à la suite de l'accord de Paris. Donc, ce sont des mécanismes assez compliqués, mais qui peuvent être problématiques. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on fait, Julia? Alors, je pense que qu'on arrive à la fin de cet événement. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci aux intervenants et aux intervenantes. Surtout, merci à Yamina d'avoir partagé son temps et son expertise avec nous. Merci à Raphaël d'avoir su naviguer différents lieux et différentes connexions Internet. Merci à Anaïs, à Jean-Valentin. Merci surtout à toi, Christian, qui a fait la modération. Merci à notre traductrice qui a dû peiner et ensuite nous quitter parce qu'elle peut travailler 1 heure. Je voulais remercier énormément Armel et l'équipe de Campax pour leurs efforts. Et je voulais aussi remercier Payal Parek qui a mis ensemble le concept de ce webinaire et qui a utilisé son réseau pour le faire. Et je voulais vous remercier d'avoir participé, de vos questions et surtout de rester engagé sur ce sujet. C'est indispensable pour l'action climatique en Suisse, mais aussi en Europe. Et Christian, mon allemand n'est pas assez bon pour traduire. Si tu pourrais le faire, ce serait très gentil. Gerne. Vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben, an Yamina, Raphael, Anaïs, Jean-Valentin, die Übersetzerin,
und alle, die ja irgendwo im Hintergrund da beteiligt waren. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Julia, die die Initiative hatte für diesen Call und die uns zusammengebracht hat. Merci aussi à Julia pour l'initiative et de nous avoir mis ensemble sur ce sujet. Bonne soirée et à bientôt, nous espérons. On va y arriver. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.